commencer la discussion, je donne la parole au professeur Ziadi de l'Université de Sétif. Monsieur Ziani pour son manuscrit qui est bien rédigé. Je le félicite également pour son exposé qui est bien présenté. Alors, j'ai quelques remarques. La première remarque qui est d'ordre général, puisque vous avez fait ici une formation sûrement au laboratoire de l'AMOS, je m'attendais à ce que la première partie, c'est très simple, ou quelque sorte élémentaire pour quelqu'un qui est spécialiste dans les files d'attente. J'aurais préféré que la première partie soit, par exemple, qui traite des choses plus approfondies, des papiers, des travaux plus récents, et dans l'étude, c'est plus complexe. Ça, c'est une observation. Parce que lorsque je regarde ici la première partie, c'est des choses qui, normalement, sont faites dans un cours de graduation. Je ne sais pas. Peut-être ici, vous n'avez pas fait, c'est-à-dire votre formation ici dans le laboratoire. Sinon, c'est des choses que je considère élémentaires dans la première partie. Alors, maintenant, dans la thèse, puisque vous faites toujours appel à la loi stationnaire, mais seulement vous dites, à chaque fois vous dites qu'elle existe, alors elle existe. Alors que pour les chaînes de Markov, ce n'est pas seulement l'existence de la loi stationnaire. Elle peut exister, mais quand même, la file d'attente, les files d'attente ne convergent pas forcément vers un état d'équilibre. On peut avoir une loi stationnaire, mais quand même, la fonction transition, la produit de transition, ne converge pas vers la loi stationnaire. Ici, à chaque fois, vous reprenez, vous dites, alors il existe donc. Par exemple, ici, je regarde les pages, ici. Par exemple, donc, à chaque fois, vous dites que, puisque la loi stationnaire existe, donc, par conséquent, etc. Alors qu'il faut dire, parce que ce qui nous intéresse, il faut que les files d'attente, le nombre de clients, convergent vers une loi stationnaire. C'est-à-dire, généralement, on s'intéresse à un certain facteur qui est ρ. Je disais, à chaque fois, je disais que si ρ est inférieur à 1, ça veut dire que la distribution stationnaire existe et elle est unique. Elle existe, d'accord. Elle est unique. Mais c'est insuffisant. Elle existe, si elle existe, elle est unique. Si elle existe, elle est unique. Elle peut exister. La loi, ça, hein? Il y a des cas où elle existe, mais elle n'est pas unique. Même si elle existe, ça ne veut pas dire que le phénomène va converger vers une loi stationnaire. Très bien. Hein? Très bien. J'ai bien compris ce que vous voulez dire. C'est vrai, lorsque on analyse une chaîne de Markov qui est réductible, on va directement dire que la distribution stationnaire existe. Ça veut dire que notre système ne va pas forcément converger vers une distribution unique. Par contre, lorsque ρ est inférieur à 1, le coefficient d'utilisation du système est inférieur à 1, ça veut dire que notre système est ergodique. Ça veut dire que tous les états sont non nuls, récurrents non nuls. Donc, ce qui va nous permettre de dire que le système va converger vers une loi stationnaire unique. Dans un espace, le nombre est discret aussi. D'abord, l'existence, elle est assurée seulement avec le fait qu'elle est irréductible et non nulle, et récurrent. C'est-à-dire récurrent positif. Ça assure l'existence de la loi stationnaire. Cependant, pour que la probabilité de transition converge, on doit ajouter une autre condition. Il faut qu'elle soit apériodique. Voilà. Il faut qu'elle soit apériodique pour que la fonction de transition converge vers la loi stationnaire. Exactement. Oui. Alors qu'ici, par exemple, si je regarde, par exemple, je vais voir dans page...
Donc, page 12-13. Ah, ça, c'est autre chose aussi. Procédure de renouvellement. Est-ce qu'il y a des chercheurs? Dans certains passages, par exemple ici, vous dites, puisque, je ne sais pas quelle page je vais voir ici. Bon, d'abord, dans page, peut-être ça, je vais aller marquer quelque part ici, mais déjà dans la page 12 et 13 ici. Regardez la page 12 et 13. 12 et 13. Oui. Regardez dans 13, vous dites, si vous avez ici le même manuscrit ici, la même copie, par exemple la page 13. Lorsque vous dites ici, notons que lorsque ρ est supérieur à 1, alors la série est divergente, on obtient. Alors que normalement, l'existence de la loi stationnaire n'est pas due à cette série. On revient à la page 12. Lorsque vous écrivez P1 égale ρ1, P0. C'est là où on peut déduire si la loi stationnaire existe ou non. Parce que lorsque je fais la somme de la série, c'est la somme de P1. Si elle est divergente, ça veut dire que je ne peux pas normaliser, et donc je ne peux pas calculer la loi stationnaire. Et si elle est convergente, puisqu'elle est égale à une valeur, je peux la normaliser et obtenir la loi stationnaire. Et elle n'est pas due à ce que vous avez dit ici dans la page 13. Lorsque vous dites, notons que lorsque ρ est supérieur à 1, alors la série, la somme, etc. est divergente. Et on obtient P1 égale à 0. En fait, ici, c'est une chaîne de Markov à espace d'état infini. Oui, à espace d'état infini. Lorsque une chaîne de Markov est à espace d'état infini, on ne s'intéresse pas seulement à la récurrence de la chaîne. Il y a une condition nécessaire et suffisante pour que la chaîne admette une distribution stationnaire. C'est-à-dire, si elle existe, elle doit être unique. Donc ici, si vous remarquez bien que lorsque ρ est inférieur à 1, c'est vrai que non, tous les états... s'il vous plaît. Si vous pouvez lire cette phrase, notons que lorsque ρ est supérieur à 1, alors la série ρ de 1 P1 est divergente. On obtient P1 égale à 0. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Parce que normalement, P1, elle est calculée dans 12 ici. C'est-à-dire, si la série est convergente, je peux normaliser et par conséquent, la loi stationnaire existe. Si la somme de P1 est divergente, donc je ne peux pas avoir, ça se peut qu'il y a des mesures invariantes, mais la loi stationnaire n'existe pas. D'abord, on doit noter que si la loi stationnaire existe, elle est unique. Ça, elle est toujours vraie. Si elle existe, elle est unique. Elle est unique. Ici, par exemple, pour ρ égale à 1, si vous remplacez P1 égale ρ1, P0, donc P1 égale toujours P0, une constante, ça devient donc une loi uniforme sur un ensemble d'innombrables, ce qui n'est pas possible. Hein? Oui. Pour cette raison, pour ρ égale 1, regardez seulement ce que vous avez écrit dans la page 13. Il y a des choses qui ne sont pas très claires. Non, ce que je veux dire ici, c'est que à chaque fois vous reprenez, vous dites, puisque la loi stationnaire existe, alors que non seulement il existe, il faut dire aussi que la fonction transition converge, c'est là qui nous intéresse. C'est parce que notre phénomène, avec le temps, va vers un état d'équilibre. Et ça, non seulement, il n'est pas assuré seulement par l'existence de la loi stationnaire, mais il y a d'autres résultats qui assurent la convergence vers cet état d'équilibre. Et dans l'état d'équilibre, bien sûr, on utilise la loi stationnaire. Et puis, une autre question dans le même cadre, ici, bien que c'est difficile, mais est-ce que, par exemple, puisque vous traitez des cas réels, vos problèmes, c'est des cas réels. Lorsque vous allez à chaque fois chercher la loi stationnaire, et vous cherchez puis des quantités, des informations sur les files d'attente,
Quand est-ce qu'on peut juger que, bon, à partir d'un certain temps, on a atteint un état d'équilibre? Quand est-ce qu'on peut le dire? Par exemple, dans un problème concret, puisque lorsque T, la loi stationnaire, ou bien l'état d'équilibre, normalement on l'atteint à T à l'infini, lorsque T tend vers l'infini. Alors, quand est-ce qu'on peut juger qu'à partir d'un certain temps, on peut dire qu'on est arrivé à un état d'équilibre et ainsi on peut calculer les différentes quantités de la moyenne, le nombre moyen, etc., etc. C'est à partir d'un certain temps où la matrice P puissance n ne change pas de valeur. C'est-à-dire, même si je la multiplie par une autre matrice, je vais toujours obtenir la même matrice. Donc, à partir de là, je vais dire que mon système est devenu stationnaire à partir de la valeur de T. Enfin, lorsque la chaîne de Markov est discrète. Mais par rapport à, maintenant ici, puisque NT ici, le nombre de clients, ici T, il est continu. Oui. Donc, comment on peut juger ici à partir de quel temps on peut dire que maintenant on est arrivé à une situation d'équilibre? Yani le T, elle. Parce qu'il y a des, c'est pas facile, mais il y a quand même des résultats qui traitent cette question. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut dire, parce que dans la réalité ici, lorsque vous avez, je ne sais pas, un problème concret, je ne sais pas le temps, on le calcule suivant une unité, seconde ou heure, ou etc., ou journée, etc., etc. Oui. Mais toujours est-il de savoir quand est-ce on peut dire que ces quantités que je suis en train de calculer à l'état T peuvent être approchées, c'est une approximation. La loi que j'utilise est une approximation de la loi stationnaire. On peut, par exemple, s'intéresser à la matrice transition, mais ici dans le cas continu. Dans le cas continu, je ne sais pas ce qu'on peut le déterminer, c'est-à-dire dire à partir d'un certain temps, mon système est devenu stationnaire. C'est-à-dire il faut ici s'intéresser au régime transitoire. C'est-à-dire on va déterminer la matrice transition par rapport à T. On va voir quand est-ce que cette matrice ne change pas de comportement. Si on arrive à caractériser un certain T qui permet de voir cet effet, donc on peut dire qu'à partir de cet instant, notre système est devenu stationnaire. Oui, je sais, mais généralement, pas. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas facile, oui. Alors, donc, la première remarque dans ça, c'est que lorsque vous parlez, vous avez traité les chaînes de Markov à temps continu, vous n'avez pas donné les résultats qui assurent ici des théorèmes. Au moins, vous les citez pour être sûr que la fonction transition converge vers une loi stationnaire. Ici. J'ai pas vu ça dans vos travaux. Directement, vous parlez, sûrement peut-être vous êtes habitué, on est dans un, c'est-à-dire thème où la fonction transition converge, la loi à chaque instant converge étroitement vers la loi stationnaire. Pour cette raison peut-être. Alors, maintenant, concernant votre problème que vous avez traité, lorsque vous prenez donc un processus de poisson ou bien un fil d'attente avec M2, M1. Oui. Alors, concernant l'existence et toutes les quantités qu'on calcule, vous revenez toujours au cas qui est très général, MXM, 1. C'est-à-dire oui. X, c'est une variable aléatoire. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est quand même trop fort de prendre un cas qui est considéré, je ne sais pas, est-ce qu'on peut on peut pas le traiter directement et ne pas le traiter comme un cas particulier de MXM1? Oui, effectivement. Hein? Les performances. Parce que ce que vous avez fait,
vous avez pris des travaux qui ont été faits pour MXM1, hein, dans le cas où le processus de Poisson est composé. Hein. X était une variable aléatoire. Et vous l'avez pris les résultats et vous l'avez appliqué pour un cas très particulier qui est M2, M1. Hein? J'ai dit peut-être 1? C'est pas ça. C'est-à-dire, c'est les performances, parce qu'il y a deux parties qu'on a analysées ici. Il y a l'analyse des comportements, ou bien l'analyse comportementale du système, et l'analyse des performances du système. Pour le premier cas, le cas observable qu'on a analysé, on n'a pas trouvé ces performances pour un système d'attente M2, M1 ou bien MXM1 avec un espace d'attente limité. On ne trouve pas ces résultats d'une manière exacte. Par contre, dans le cas non observable, on a vu, après avoir déterminé le comportement stratégique des clients, on a vu que grâce au comportement stratégique des clients, au début on avait un système M2, M1, mais grâce au comportement des clients, on aura un système d'attente MXM1. Donc au lieu de K est devenu une variable aléatoire grâce au comportement des clients. Donc qu'est-ce qu'on fait? X est une variable aléatoire représentant le nombre de clients entrant au système par unité de temps. Donc c'est juste une traduction de leur comportement. Donc on peut directement adapter les résultats ou bien les performances d'un système d'attente MXM1 pour X est une variable aléatoire de n'importe quel suivant n'importe quelle loi à un système où X suit la loi binomiale de paramètres 2 et P. P, c'est la probabilité qu'un client entre au système, et 2, c'est le nombre, ou bien c'est la taille des groupes. Maintenant, une question, un exemple. Je vois maintenant les clients dans la théorie du jeu. Je ne sais pas, j'ai dit peut-être que généralement les clients, un client n'est pas très rationnel. Bon, l'entreprise, elle a des experts, etc. Elle fait son étude. Lorsqu'on traite de l'autre côté, l'optimisation des gains côté société, ça c'est réaliste. Mais côté client, c'est-à-dire, je vois, je ne sais pas, qu'un client n'est pas, il n'a pas toujours une bonne intelligence ou bien rationnel pour, c'est-à-dire réfléchir avant de, bon, globalement, c'est-à-dire il ne réfléchit pas beaucoup avant de décider quelque chose. Lorsque, c'est-à-dire on combine le client, etc., dans une théorie de jeu, je ne sais pas ce qu'elle est vraiment réaliste, je ne sais pas, comme ça, c'est tout. Ou bien c'est un problème, d'abord, est-ce que le problème peut arriver, est-ce que concrètement, ça existe, ce type de problème, deux, les arriver avec deux, avec groupe de deux. Est-ce que cette situation, ça existe concrètement dans des problèmes concrets? Oui, elle peut exister dans... Je l'ai vu récemment dans un travail publié par Altman, j'ai cité certains de ses travaux. Donc, il peut exister deux liens parallèles. Dans un réseau de télécommunications, il peut exister deux liens parallèles entre une source et une destination. Donc, à chaque instant, on n'aura que deux clients qui arrivent au serveur. Oui. Donc, les clients, en fait, arrivent par paire de deux. Mais il serait bien sûr intéressant de généraliser cette étude parce que le système deviendrait plus général en analysant un système d'attente avec arrivée par groupe de taille aléatoire, de n'importe quelle taille. J'ai une idée, par exemple, si vous, je ne sais pas si elle est, c'est-à-dire, elle peut être concrètement étudiée ou non. Si on prend, par exemple, dans le processus d'arrivée, je fais une superposition de deux processus. Un qui est l'arrivée par 2, donc c'est lambda 1, et une autre arrivée par une seule arrivée individuelle. Ouais.
C'est-à-dire vous combinez les deux. Est-ce que ça peut être C'est possible traité aussi. Est-ce que Voilà. ça peut être Ça traité peut être traité. C'est-à-dire en même temps, c'est un processus, mais c'est une superposition de deux. Voilà, superposition de processus de poisson. Il y a une arrivée dont le taux est un peu plus grand, et une autre qui est, par exemple, dont le taux est assez petit comparativement par rapport à l'autre, mais ça peut arriver quelquefois des arrivées avec couple de deux, avec un groupe de deux. Et c'est-à-dire on a un processus qui est une superposition de deux processus de poissons indépendants. Est-ce qu'il peut être traité, Yannick? Bien sûr. Bien sûr. Mais ce cas, il peut être traité dans le cas d'un système d'attente avec arrivée par groupe de taille aléatoire. Parce que lorsqu'on prend la taille des groupes est aléatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné, à un instant d'arrivée, on peut avoir un seul client qui arrive en fonction d'une certaine loi, une certaine distribution de probabilité. Donc il peut exister un seul client qui arrive au système avec la probabilité P1. Il peut exister deux clients qui arrivent au système avec la probabilité P2, etc. Donc c'est un cas qu'on peut traiter dans l'analyse d'un système avec arrivée par groupe de taille aléatoire. Alors il me reste seulement maintenant une question de perspective. Je voudrais seulement maintenant connaître les champs d'application des files d'attente en cas général, c'est-à-dire autre que c'est des cas particuliers, des situations très particulières, qui sont en quelque sorte, je peux dire, fabriqués. Est-ce qu'il y a vraiment des champs d'application ou bien il y a des sciences qui font autre que, par exemple, comme un serveur informatique, etc., dont les tâches sont des clients, etc. Est-ce qu'il y a vraiment des champs des sciences qui demandent des files d'attente et des choses très approfondies, autres que ces petites modifications ici, ces détails en quelque sorte? En général, on trouve les files d'attente dans plusieurs domaines. Comme vous l'avez dit, dans les réseaux de télécommunications. Donc, il y a des serveurs de traitement des données informatiques, il y a des clients qui demandent un certain service. Donc, on a des files d'attente, des réseaux de files d'attente. Dans le commerce, en économie industrielle, agroalimentaire, il y a des clients qui arrivent à une firme, ils demandent d'acheter un certain produit, puisque la firme est en train de servir ses clients. Donc, il y a une certaine file d'attente qui se crée dans le système. Il y a beaucoup d'exemples, en fait. C'est des exemples réels.